toujours intéressant quand la discussion se poursuit. Ça montre que voilà, il y a un petit droit de suite et que les sujets vous ont plu. Alors justement, on va parler d'esprit critique et d'éducation. Avec nous aujourd'hui, nous avons Jean-Michel Abrassard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et auteur du podcast Scepticisme scientifique et de la série pour enfants Zach et Zoé, zététiciens en herbe. Vous allez nous montrer d'ailleurs. Ouais. Voilà. Le dernier volume est consacré au phénomène OVNI dans une perspective sceptique. Phénomène OVNI. À distance, nous avons Denis Carotti. Bonjour Denis, vous êtes professeur doctorant, cofondateur du Cortex, collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique et sciences. Et vous travaillez sur une thèse ayant pour sujet la formation à la pensée critique dans le système éducatif français, une approche transdisciplinaire. Philippe Hubert, vous avez le plaisir de vous voir en début d'après-midi. Vous êtes professeur de SVT. Alors là, il y a un acronyme auquel je ne comprends rien. DA-IRES-UT3. Expliquez-moi ça. Directeur adjoint de l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences de l'Université Paul Sabatier. Groupe Esprit critique, sciences et médias, groupe interdisciplinaire, on va en parler. Et enfin, Bertrand Montubert, vous êtes ancien président de l'UPS Toulouse 3, vous êtes mathématicien, professeur des universités, homme politique repenti. Repenti pourquoi? Bonjour quand même. Aurais-je une raison de me repentir d'avoir été? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est intéressant cette table à plusieurs égards parce que si vous avez fait le plaisir d'être avec nous depuis ce matin, enfin, c'est pas non plus un challenge, mais on a vu quand même qu'il y avait quelque chose qui traversait tout ça. La plupart des intervenants nous ont dit, pour l'esprit critique, il faut intervenir au plus tôt, auprès de nos chères têtes blondes. Bon, on voit déjà que Philippe Hubert, vous êtes dubitatif. Et donc, on va parler de l'éducation. Comment est-ce qu'on enseigne l'esprit critique dans le circuit traditionnel de l'école? Où est-ce qu'on en est? Bon, on va commencer avec vous, Philippe, puisque vous avez été merci. circonspect. Non, dubitatif, c'est-à-dire que, évidemment, mais comme ça avait été dit d'ailleurs dès la table ronde de 9h ce matin, on ne va pas procéder de la même manière avec des petits qu'avec des grands. Donc, c'est une évidence. Voilà. On n'aura pas les mêmes exigences et donc on est obligé, que ce soit pour l'esprit critique ou d'ailleurs pour les matières, hein, on fait un enseignement spiralaire, c'est-à-dire qu'on complexifie à chaque tour de spire, c'est-à-dire à chaque année, à chaque tour de cycle d'enseignement. Est-ce que vous pouvez juste un peu rapprocher le micro, qu'on vous entende bien, surtout pour ceux qui nous regardent en ligne? Ben alors, si on commence à la base, comment on fait pour enseigner l'esprit critique à vos enfants? Alors, il y a plusieurs stratégies là-dessus. Dès la maternelle, il se fait... Alors, il y a des projets de philosophie, par exemple, pour les enfants. À l'école primaire, eh bien, la fondation La main à la pâte propose des activités très intéressantes qui courent jusqu'au cycle 4, enfin, en tout cas pour leur première production. Ils ont des livrets d'activités qu'ils proposent en ligne. Et ça peut se prolonger même, ils sont en train de prolonger à la main à la pâte leur proposition jusqu'au lycée. Voilà. Ensuite, on est en train de parler d'éducation à l'esprit critique et pas d'enseignement de l'esprit critique. Et je pense que c'est un distinguo qui est important. Il est bien clair qu'il n'y aura pas de matière un jour, en tout cas pour l'instant, c'est pas ce qui est envisagé, qui sera dédiée à l'enseignement de l'esprit critique. Ce n'est pas une matière. Ça infuse voilà, c'est ça qui est important, c'est que ça infuse les enseignements. Et même dans l'idéal, ça devrait se faire de façon explicite, mais très répétée, dans les enseignements de différents professeurs. C'est une des conditions de ce qu'on appelle la transférabilité, c'est-à-dire la capacité à utiliser les outils critiques qui ont été transmis dans un contexte différent, mais proche. Je ne sais pas, je suis peut-être un petit peu trop abstrait là, mais... Non, mais on va approfondir. Jean-Michel, de votre côté, ça passe par ça, le livre. Oui, moi j'ai évidemment eu envie de transmettre. Je pense qu'effectivement c'est important de transmettre la pensée critique au plus jeune âge. Avant de dire ça, je suis un vieux de la vieille du scepticisme et de la zététique. Je crois que ça fait au moins 20 ans que je suis dans le mouvement. Et je dois dire que, puisqu'on parle d'éducation à la pensée critique, il faut quand même souligner qu'en 20 ans, c'est l'événement le plus impressionnant auquel je suis allé en français, qui ait jamais été organisé. Il faut se rendre compte de ça. Avant, la zététique et le zététisme, c'était un truc... C'était 5 gus dans un garage. Ouais, quand on était 10, on était la foule, quoi. C'était...
Donc oui, voilà, il y a quelque chose... C'est pour ça que vous êtes rasé? Exactement. Vous saviez que c'était un grand jour et que... Donc oui, je veux dire, il faut quand même se rendre compte aussi qu'il y a une explosion maintenant du mouvement sceptique ou de la zététique en langue française. Évidemment, cette explosion avait eu lieu dans le monde anglo-saxon auparavant, mais chez nous, elle est en train de se produire sous nos yeux, là, merci à YouTube, aux chaînes YouTube, etc. Sinon, moi, en fait, mon approche, c'était pour enseigner la zététique aux enfants, parce que mon livre, c'est Zach et Zoé, zététiciens en herbe. La zététique, encore une fois, je suis un vieux de la vieille, donc pour moi, c'était avant tout l'étude scientifique du paranormal. Donc, j'aime bien aborder des questions comme le monstre du Loch Ness ou le phénomène OVNI, parce que c'est des portes d'entrée pour faire de l'initiation à la méthode scientifique, à la philosophie, et qu'on peut commencer facilement dès l'école primaire. Même si aussi, je suis tout à fait d'accord que toutes les initiatives de type pratique de la philosophie avec les enfants sont super intéressantes. Qu'est-ce que vous essayez de délivrer comme message avec ce genre de livre? Essentiellement qu'on peut être exposé à beaucoup d'informations dans les médias sur des choses comme, bon, on va voir ce matin j'en ai parlé dans ma petite conférence là, mais par exemple des documentaires sur le monstre du Loch Ness ou des chasseurs de fantômes ou voilà, on va nous dire, il y a eu les vidéos là, de la Navy les Américains pensent qu'on est envahi par des extraterrestres apparemment. Et dire aux enfants, t'entends peut-être ça quand tu allumes la télé ou quand tu regardes une vidéo YouTube, peut-être que tu ne devrais pas y croire directement, peut-être que tu devrais te demander si c'est vrai, peut-être que tu devrais y réfléchir un peu. Très bien, on va y revenir. Denis, ça se passe bien, vous êtes où Denis? Parce qu'on vous voit bien dans un environnement... ouais. Je suis tranquillement chez moi, à Marseille. Voilà. Vous avez beaucoup de livres? Et ravi d'être là avec vous à distance. Vous êtes un intellectuel, vous avez des livres? C'est faux. Oui, c'est vrai, c'est les trucs qu'on a maintenant, le logiciel de visio, on peut projeter. Ouais, alors, je fais ce que je veux. J'ai mis tous les livres que je voulais. Alors, de votre côté, comment est-ce qu'on fait justement pour transmettre cette... Alors, on l'a dit, c'est une transmission, c'est une infusion, c'est pas une matière dédiée. Il faut faire attention aux termes, surtout qu'on a deux pédagogues avec nous. Comment on enseigne l'esprit critique? Comment on le fait croître? Bon, juste pour resituer, moi aussi je fais partie de ce mouvement depuis quasiment 2002-2003, et donc à travers l'esprit zététique, on va dire, je dois dire que l'enseignement de l'esprit critique, il a été plutôt, non pas du tout infusé dans les disciplines, mais en réalité produit comme des ateliers, comme des clubs entre midi et deux avec les élèves, en fait, parce que je suis prof de physique à la base, et ça s'est décalé petit à petit à la formation des enseignants. Donc, si je devais en parler maintenant, ma réelle compétence, c'est celle autour de la formation des enseignants. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce que les collègues s'emparent de ces sujets-là. Comme l'a dit Philippe, effectivement, qu'ils arrivent à les intégrer dans leur curricula, enfin, dans les curricula des élèves, parce que pas tout le monde a le temps de refaire un club zététique, pas tout le monde a le temps de faire un club atelier débat philo, pas tout le monde a le temps, en fait, de prendre du temps en plus. Donc, c'est vrai que l'enjeu, c'est de faire ça. Et comment on arrive à créer cette envie de se saisir de tous ces outils? Parce que là aussi, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a 15 ans, les livres de la main à la pâte, les bouquins de Canopée, les ressources qu'il peut y avoir en ligne n'existaient pas, les séquences pédagogiques n'existaient pas, donc il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Maintenant, il faut donner envie aux enseignants de s'en emparer, et à travers leur discipline. Donc vraiment, là, c'est l'enjeu d'arriver à faire ça. Et puis la deuxième chose, c'est d'arriver à évaluer qu'est-ce qui fonctionne ou pas, qu'est-ce qui peut faire en sorte d'augmenter, si on peut dire ça comme ça, ce niveau d'esprit critique. Il faudrait peut-être préciser ce qu'on entend par là. Voilà, c'est les deux axes sur lesquels moi je peux travailler et essayer d'influer. Comment vous jaugez l'appétence des enseignants pour l'esprit critique? J'imagine qu'il y a forcément un biais, c'est des gens qui s'intéressent déjà à ça et qui donc viennent vous voir. Donc on prêche des convaincus, ou alors, étant donné le fait que vous vouliez faire essaimer tout ça, ça vient aux oreilles de certains qui n'avaient pas forcément pensé et qui trouvent l'initiative intéressante? Oui, il y a ça c'est vrai. Pour l'instant, c'est simplement des études corrélationnelles. Moi, j'ai quelques données là-dessus qui permettent de dire que les collègues qui ont fait des formations ont plus tendance à mettre en œuvre, en tout cas déclarent avoir l'intention de mettre en œuvre ce genre de choses avec leurs élèves. Mais comme vous l'avez dit, est-ce que c'est parce qu'ils avaient déjà cette appétence qu'ils sont venus aux formations, ou est-ce que c'est les formations qui ont provoqué ça? Voilà un vrai enjeu de la recherche à l'avenir là-dessus. Voilà. Quels sont les effets réels des formations? Et c'est sur ça qu'on va travailler dans les années, les mois à venir, en tout cas. Bertrand Montubert, j'imagine que quand vous étiez président de l'UPS Toulouse 3, ce n'était pas forcément une problématique qui était prégnante. Et là, depuis quelques années, ça monte en puissance. Vous qui êtes de formation scientifique, oui.
Comment oui, vous avez... Alors, oui et non, c'est vrai qu'on en parlait peut-être moins effectivement qu'aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on est aujourd'hui face à des phénomènes qui sont massifs. Cela dit, il y avait par exemple le climato-scepticisme qui déjà faisait des ravages à ce moment-là. Ce qui est frappant, c'est que si on prend le champ de l'université, finalement la question est presque pas posée parce qu'on considère qu'elle est déjà acquise. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont à l'université, la méthode scientifique devrait être plus ou moins... Bon, on va l'approfondir, bien entendu, au cours des études. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments absolument fondamentaux qui manquent, que j'aurais voulu développer, mais on a une difficulté, y compris de ressources, très clairement, pour le faire. C'est par exemple aller sur des sujets comme l'histoire des sciences, comme l'épistémologie, comprendre... Qu'est-ce que c'est que le statut de la vérité dans les différentes sciences? Parce que ce n'est pas la même chose quand on est en mathématiques, en physique ou en biologie. Oui, juste nous définir l'épistémologie. L'épistémologie, en gros, c'est quels sont les ressorts qui vont permettre de savoir si quelque chose est vrai, en gros. Voilà. Quand, en mathématiques, on va vouloir savoir si ce qu'on va appeler une assertion est vrai, ça va passer par une démonstration. Le cadre de l'épistémologie, c'est que, alors on le démontre, mais on le démontre à partir de quoi? Ah bah peut-être à partir d'un résultat précédent, un théorème précédent. Très bien, ok. Ce théorème, il a une démonstration. Ah oui, la démonstration, elle se fait par rapport à quoi? Peut-être par rapport à des théorèmes précédents. Non mais on remonte jusqu'où, au fait? Eh bien, on remonte jusqu'aux axiomes. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on est passé à côté des axiomes. Tout le monde a entendu parler d'Euclide, normalement. D'accord? Les bases de la géométrie. Une certaine souffrance, oui. Ah, et du bonheur, un peu, j'espère. On en reparlera après. Je ne peux pas rester sur la souffrance avec les mathématiques. Et Euclide a essayé de passer... Il parlait de postulats, c'est-à-dire des propriétés dont on postule qu'elles sont vraies, qu'on ne peut pas démontrer, et à partir de là, on va démontrer tout le reste. C'est magique. Ça veut dire que quand j'ai une proposition mathématique, quand j'ai une assertion mathématique, je vais pouvoir remonter. Je ne vais pas aller dans toutes les subtilités, Gödel et compagnie, ça c'est très très compliqué, mais je vais pouvoir remonter jusqu'à ces axiomes, et je vais donc pouvoir dire si quelque chose est vrai. C'est pas rien quand même. Mais quand on est en physique, c'est pas la même chose. Quand on est en biologie, c'est pas la même chose. Notamment, il y a le passage à l'expérience qui est absolument fondamental. Le problème, c'est que ces choses-là, alors qui ne sont pas des choses si simples que ça, mais pas non plus si compliquées, en tout cas, on passe pas loin de ça pendant toute sa formation scientifique, on ne les travaille pas en tant que tels. Et moi, j'ai la conviction que c'est un problème parce que pour arriver justement à développer un esprit critique que je dirais placé au bon niveau, il faut comprendre comment la science elle fonctionne réellement, qu'est-ce que c'est que la preuve scientifique, mais le comprendre profondément, ça suppose de comprendre un peu l'épistémologie. Je pense que c'est à la portée de beaucoup plus de monde qu'on le croit. J'ai sans doute très mal exposé, et pardon si j'ai mal expliqué ce que c'est que l'épistémologie. Il faudrait sans doute un petit peu plus de temps aussi, mais c'est à la portée de beaucoup de monde, et je pense que c'est un élément fondamental. Or, à l'université, on peut faire une formation. Moi, je suis professeur d'université en mathématiques. Je réfléchis, mais je crois que je n'ai jamais véritablement eu de cours d'épistémologie. Moi, j'ai étudié un peu l'épistémologie parce que ça m'intéressait, que j'ai lu des bouquins là-dessus, mais c'était une démarche personnelle. Et c'est pareil, je pense, alors je ne sais pas, Philippe, dans ta formation, a dû être... Tu n'as pas dû faire... Si, tu as fait de l'épistémologie en formation initiale, jusqu'à récemment, et encore ça dépend des universités, pour les professeurs de sciences, il n'y a quasiment pas d'épistémologie. C'est autre chose dans les sciences humaines et sociales, mais oui, les professeurs de sciences découvrent... Karl Popper, par exemple. Alors, ça veut dire, Philippe et Denis, vous allez être emparés pour... votre rôle, c'est de faire le go-between. S'il y a des manques que vous évoquez, M. Montubert, c'est-à-dire que vous formez les profs, vous dites, ça, on va leur apporter les outils, les clés, pour qu'ensuite, ils transmettent, ils diffusent. Comment ça se passe? Alors, je vais laisser Denis parler après, mais effectivement, il y a des ressources qui sont produites par différents organismes, soit qui ressortent de l'éducation nationale, soit qui sont parallèles. Sur le site du Cortex, par exemple, on pourra trouver des choses qui sont didactisées, qui sont utilisables, transférables directement en classe par les professeurs. À l'IRES aussi, on produit des propositions d'activités. Pour ce qui est des... oui, il y a plein de choses un petit peu partout. Sur l'Académie de Strasbourg, il y a un groupe SVT Esprit Critique, par exemple, qui a produit des choses très intéressantes pour les professeurs de SVT en lycée, etc. etc. Enfin,
les initiatives ne manquent pas et les regrouper, ben, c'est en train de se faire dans le cadre des suites de la production du rapport du groupe de travail numéro 8 du Conseil scientifique de l'éducation nationale, donc qui a produit un rapport de 140 pages environ sur... Pour avoir un effet d'échelle et de dire pourquoi pas raisonner national. Ça reste encore des initiatives. Par exemple, celle de Denis, elle est, j'allais dire circonscrite, c'est pas le mot, mais elle s'étend de Grenoble jusqu'à Marseille, c'est ça, Denis? Moi, je suis sur l'Académie d'Aix-Marseille, mais comme le dit Philippe, en réalité, on voit qu'il y a une véritable explosion des formations, que ce soit à Toulouse, Strasbourg, Lyon, Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, Paris. Voilà, on a beaucoup d'endroits où existent ces formations maintenant, avec des contenus qui sont souvent... Alors, je dis, là, on a parlé essentiellement de contenus de type épistémologie, méthodologie scientifique, mais il y a aussi toute une partie de la formation autour de l'esprit critique qui est engagée par l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, c'est une partie non négligeable de personnel, de formateurs qui s'engagent sur cette thématique-là depuis un certain nombre d'années. Alors, avec une focale qui est un peu différente parfois, hein, les sources, le questionnement autour de l'information, des fake news, parfois même des théories du complot, ce sont des sujets qui ont été aussi pris par ces types de formations-là. Voilà, donc on a les formations, j'allais dire, plus de type science, esprit critique, pseudo-sciences, zététique, parfois qui ne portent pas leur nom ainsi. Et puis aussi les formations, donc éducation aux médias et à l'information. Et les contenus ne sont pas exactement les mêmes, mais ça existe et ça se répand de plus en plus. Juste pour le dire, c'est qu'on a même eu des plans nationaux de formation, en tout cas un qui a eu lieu en 2018, et qui regroupait des formateurs, des inspecteurs de toutes les académies autour de ce qu'a dit tout à l'heure Philippe sur l'initiative de la main à la pâte. Donc vraiment, ça prend de l'ampleur dans l'éducation nationale. C'est une autre question de savoir ce qu'on en fait maintenant. Et alors, juste pour finir là-dessus, donc c'est en train d'être ces différents liens qui sont un peu partout, ces gens qui ne se connaissent pas forcément les uns les autres, parfois c'est des ressources très locales, c'est en train d'être rassemblés quoi, un petit peu dans la suite justement des travaux de ce groupe de travail. Alors concrètement, moi je suis prof, j'ai envie d'initier d'une façon ou d'une autre mes élèves à l'esprit critique, j'ai un kit, j'ai une boîte à outils, j'ai des éléments qui me permettent de... Comment ça se passe ? Moi, je commencerai par aller sur le site du Cortex, par exemple, le site de la main à la pâte. Ensuite, voilà, un petit peu de patience, ça va arriver très très bientôt. Il va y avoir des listes de ressources pédagogiques qui vont être proposées. De votre côté, Denis, comment ça se passe ? Oui, alors... Par rapport aux profs, moi je conseillerais exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut partir des choses qui existent déjà. Comme je l'ai dit, d'intégrer des choses dans les disciplines. On peut partir pour le collègue de maths sur comment travailler sur les graphiques et les statistiques avec cette entrée esprit critique. On peut partir pour un professeur de français avec l'entrée, ce qu'il fait déjà, avec l'entrée argumentative, mais expliciter pourquoi en fait on va travailler sur cette partie argumentation, le débat aussi bien entendu. On peut partir sur l'entrée épistémologique qui concerne absolument toutes les disciplines. On peut partir sur une échelle d'épreuves aussi pour travailler sur qu'est-ce qui fait que ce qu'on sait est fondé ou pas, qu'est-ce qu'on transmet à l'école. En réalité, toutes ces petites parties-là qu'on va agréger et qui vont donner le cœur d'une formation, par exemple, l'idée c'est de donner aux collègues une arborescence en fait, de tout ce qu'ils peuvent faire dans leur discipline, mais pas le laisser cantonner forcément aux profs de physique, d'SVT ou de maths. C'est ça qui est... Moi, j'interviens pour des profs de toutes les disciplines. Et donc, en parallèle, il faut leur présenter aussi, maintenant, et ça existe, ces fameuses séquences qui, même si elles ne sont pas parfaites, même si elles sont toujours à remodeler, permettent aux collègues de s'en saisir. Le bouquin auquel on a participé avec Canopé, qui s'appelle « Esprit critique, outils et méthodes pour le second degré », c'est par exemple un ouvrage dans lequel on va retrouver une approche transdisciplinaire, pas forcément centrée donc, sur le côté scientifique, qui est plutôt le cas de la main à la pâte. Et c'est par exemple ça qu'on va présenter aux enseignants, accompagner toujours, et moi j'insiste là-dessus, sur l'idée qu'on se forme aussi soi-même. L'éducation à l'esprit critique, pour y arriver, il faut aussi soi-même, moi c'est ce que je prétends, être quand même un minimum compétent dans ce champ-là, comme dans tous les champs d'une certaine manière. Pourquoi vous privilégiez, enfin c'est sous-jacent dans votre discours, l'approche transdisciplinaire ? Parce que quand on va parler par exemple de la confusion corrélation-causalité, on sait que le transfert va être maximisé dans la vie de tous les jours si on ne prend pas qu'un exemple centré sur une discipline. On va au contraire varier les approches, parler en histoire géo, parler en mathématiques, parler en physique, parler dans n'importe quelle discipline de cette confusion-là, permettra à l'élève certainement quand il va rentrer chez lui de
voilà, de l'appliquer, cette vigilance-là, d'être méfiant quand il entend une étude dire que dormir moins rend les gens plus intelligents, bah, peut-être qu'il aura activé ça, il aura activé cette vigilance à la confusion, corrélation, causalité, s'il l'a vu pratiquer dans différents champs, et donc si c'est plutôt d'une approche transdisciplinaire. Jean-Michel, un des outils. Pardon, allez-y. Oui, non, moi j'avais envie de réagir. Il y a déjà plein de choses qui ont été dites, mais rebondir déjà sur l'idée que c'est quand même important d'avoir un enseignement de la pensée critique aussi au niveau universitaire. Je voulais enfoncer le clou parce qu'on a parlé de différentes disciplines. Moi, je suis docteur en psychologie, donc ça veut dire que les 3/4 de ma formation, ça a été de la psychanalyse. Hein, il faut bien s'en rendre compte, puisque c'est quand même le tronc commun. Le diplôme ne vaut rien, Jean-Michel. T'es vraiment trop gentil. Alors évidemment, heureusement, j'ai aussi eu des cours de psychologie expérimentale, mais donc on est confronté à deux types de profs qui défendent des épistémologies, on va dire, très différentes. Donc on va pas y refaire ici. Ça peut être stimulant, hein, cela dit. Ça peut être stimulant, mais je pense que voilà, avoir des cours ça montre qu'avoir des cours d'éducation à la pensée critique à niveau universitaire, c'est l'idée que les universitaires, parce qu'ils seraient à l'UNIF, automatiquement seraient compétents en pensée critique, je pense que c'est juste pas vrai, quoi. D'ailleurs, dans le panel précédent, on a mentionné le fait qu'il y avait des médecins qui n'étaient pas bons, là, qui étaient en même temps homéopathes et ostéopathes, etc. Donc apparemment, on peut faire des années de médecine et être ostéopathe ou homéopathe. Ça, c'était la première réaction que j'avais. Et puis, alors moi ici, je représente... alors deux choses. Un, je suis belge, donc le système français, je ne connais pas très bien. En Belgique, j'ai l'impression que la problématique est moins avancée qu'en France, même s'il y a aussi des choses qui commencent à se faire. Et alors l'autre chose, moi, je suis un peu dans le pôle des parents ici, parce que si j'ai eu l'idée d'écrire ces livres, c'est parce que j'observais qu'en fait, mes enfants n'avaient rien de ce côté-là à l'école. Donc, quand on entend ce qui se dit ici, on se dit « ouais, c'est formidable ». En pratique, mes enfants, eux, à l'école, je serais déjà content qu'ils aient une bonne formation scientifique. Ils sont en primaire pour le moment. Je ne suis pas convaincu que ce soit super le cas. Je crois qu'ils ont 2 après-midi en 6 mois de formation scientifique pour le moment. Mais là, ce sont des jalons, ce sont des prémices, ce sont des choses qui sont mises en place. place. Oui, bien sûr. Mais donc, on était en train de dire que c'était super important de former dès le plus jeune âge. Hein, Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment important de former depuis le plus jeune âge. Je pense que même à l'école primaire, initier à la pensée critique et à la méthode scientifique et avoir une bonne culture, un bon alphabétisme scientifique, ça se commence en primaire. Alors évidemment, les instituteurs, ils ont beaucoup de choses à faire, je sais bien, ils ont des objectifs en français, en mathématiques, je comprends bien ça, mais je pense que c'est aussi important qu'on dise, c'est important qu'on pose des bonnes bases de compréhension de la méthode scientifique en primaire et qu'on introduise déjà la pensée scientifique à ce niveau-là. Est-ce qu'on a des retours des expériences, des mises en place des structures et des aides que vous mettez en place, Denis et Philippe? Est-ce que vous avez déjà de la matière pour dire, écoutez, on est très, très modestement en train de former les citoyens de demain et ça marche du feu de Dieu, ou alors je ne peux pas vous le dire parce que j'ai une démarche scientifique et il faudra attendre 20 ans et une cohorte et... Non, je vous taquine. Alors, ça a été fait au niveau international puisque les États-Unis notamment ont de l'avance sur nous là-dessus, pardon. Et les résultats sont assez contrastés. Mais bon, les méta-analyses... Ils sont formés à l'esprit critique, mais ils votent quand même... Sur les résultats, sur l'efficacité d'une éducation dédiée, voire même d'un enseignement donné en fac, dédié spécifiquement à l'éducation, à l'esprit critique. Vous me cassez le moral. Vous n'avez pas quelque chose de plus positif du côté de Denis? Non, des données où ça marche, en fait. Vous ne faites pas Denis, ça pour rien. Ce que disait Denis est très important. Je voulais le dire aussi tout à l'heure, mais il le dit mieux que moi. C'est les conditions qui permettent la transférabilité. C'est-à-dire être capable d'utiliser l'outil d'esprit critique. Donc, par exemple, ne pas assimiler systématiquement une corrélation à un rapport de causalité, comme l'a dit Denis. Être capable de transférer ça dans d'autres situations. Et pour ça, il faut effectivement que ce soit répété, il faut que ce soit inoculé, on pourrait presque utiliser ce terme, dans différentes circonstances. Donc on peut le faire effectivement en histoire géo, en physique, en SVT, etc. Là, dans ces expériences, c'était des expériences sur lesquelles il y avait eu une intervention ponctuelle. C'était des expériences de type pré-test, post-test. On fait une intervention, on fait une formation. On mesure avant avec des critères ce qu'est l'esprit critique, on mesure après.
Donc là où ça donne le plus de résultats de mémoire, mais Denis saura sans doute en dire plus que moi là-dessus, c'était sur les outils mathématiques, quoi. Pas se faire avoir par des problèmes, des questions de probabilité, de stats biaisées ou de choses comme ça qu'on me présenterait pour me tromper. Voilà. Mais les méta-analyses donc sont difficiles à faire puisque voilà, c'est assez hétérogène ce qui a été fait en matière d'initiatives de formation évaluées, mais sont plutôt encourageantes. Mais c'est pas gagné. C'est encourageant de votre côté, Denis, aussi, des infos que vous avez? Oui, moi je me suis surtout penché sur ce dont je venais au départ, qui était l'éducation à l'esprit critique via la zététique, qui donc avait pour thème d'aborder ces outils, la pensée critique, via les phénomènes étranges paranormaux, voire par les thèses pseudo-scientifiques. Et là, il y a quand même quelques résultats sur ce sujet-là qui laissent penser quand même que d'utiliser ces exemples-là a des effets pour diminuer les croyances non fondées ou les adhésions donc à des thèses conspirationnistes ou à des croyances de type pseudo-scientifique. Alors, ça pose juste une question. Est-ce que mesurer l'esprit critique, c'est mesurer le niveau d'adhésion à des croyances non fondées? Il faudrait qu'on ait un peu de temps pour développer ça. Moi, je pense que c'est un élément qui peut permettre d'y arriver. Cela dit, il y a des tests qui existent pour mesurer l'esprit critique. Et ces tests-là incluent un paquet de choses. Ce matin, j'ai entendu Jean-Michel parler de l'importance de travailler aussi sur les dispositions, les attitudes, ça dépend comment on les appelle, c'est-à-dire le fait qu'on va avoir tendance à utiliser ces outils de la pensée critique dans notre vie de tous les jours. Ça aussi, ça peut se mesurer. Moi, j'ai un petit peu travaillé là-dessus, notamment sur cette tendance qu'on a à vouloir fonder nos opinions sur des preuves. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut essayer d'évaluer. Est-ce que utiliser ces exemples, ces sujets de type pseudo-scientifique a des effets? Voilà, moi je travaille là-dessus. Visiblement, ça peut. Il faut creuser, il faut continuer. Et donc avec beaucoup de précautions, c'est une piste intéressante pour la suite. Mais il n'y a pas que celle-là, il y en a plein d'autres, notamment sur l'argumentation, travailler sur l'argumentation, le débat, l'oralité, le recours au biais cognitif, l'utilisation des statistiques et des mathématiques pour voir si ça change quelque chose sur notre perception de ces biais-là dans les médias en général. Donc, voilà. Beaucoup de choses à faire. Jean-Michel, de votre côté? Oui, donc par rapport à ce que je disais ce matin, c'est qu'il y a un certain nombre de définitions. Donc il n'y a pas de définition consensuelle de la pensée critique, mais il y en a plusieurs. Et bon, une des plus classiques, ça contraste le fait que la pensée critique, c'est à la fois des compétences, des choses qu'on sait faire, mais c'est aussi des attitudes. Donc c'est bien d'avoir les compétences, mais si on n'a pas la motivation pour les utiliser, aussi, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, aussi, en tant qu'individu, on peut tous appliquer la pensée critique dans certains domaines, mais sur certaines choses et pas sur certaines autres, donc, ou à certains moments. Et enfin, on est tous... on n'est pas des penseurs critiques toute la journée, tout le temps. Hein. Bertrand Montubert, en tant qu'ancien politicien... Pardon. Non, je plaisante. Toujours, non, mais ça reste... Mais la politique, c'est les affaires de la cité. Voilà. Moi, j'ai considéré que j'ai toujours fait de la politique. J'ai été élu, je ne suis pas élu, je fais de la politique autrement. Mais ça reste une activité politique. Bertrand, je vous taquinais. J'espère bien. L'esprit critique, ça, c'est... Qu'est-ce que ça apporte aux citoyens, finalement? Parce que vous parlez de la je pense que ça peut apporter des choses qui peuvent aller dans deux extrêmes différents. D'abord, ce que ça peut apporter avant tout, effectivement, c'est bien entendu, j'ai envie de dire, exercer sa capacité de citoyen, ça paraît évident, et je pense que tout le monde en est convaincu, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, pas simplement se laisser berner par les discours des uns et des autres, même si malheureusement, dans un monde où finalement on a quand même, je trouve, progressivement... réduit, ça c'est une de mes vraies préoccupations, la capacité à exposer la complexité, et notamment la complexité de la pensée, en passant à 140 caractères, parce que c'est quand même très difficile de concentrer la pensée dans 140 caractères. C'est 280 maintenant, ouf. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'avec 560, on y arrivera encore non plus. Hein, voilà. Mais, donc ça, c'est un sujet quand même, mais bon, voilà, il y a évidemment tout cet aspect-là. Après, je pense qu'il faut qu'on soit aussi attentif à un phénomène moi, qui me préoccupe, c'est qu'au fond, on a un phénomène qui est formidable je dirais dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire une élévation incroyable du niveau d'éducation de la population. Aujourd'hui, on est à 80 ou plus % d'une classe d'âge qui arrive au niveau du bac, quand à ma génération, et je suis encore jeune... Non, comme vous êtes taquin, je me méfie quand même. Non, c'est bon, non, mais je peux rien vous dire, j'ai le même âge. On devait être 30%. Ouais.
Voilà, donc il y a quand même un phénomène qui est formidable. Il y a des pays comme la Corée où on a 70% de la population qui est diplômée du supérieur. Donc il y a une vraie élévation, et on pourrait se dire, avec cette élévation du niveau d'éducation, on a une élévation aussi de l'esprit critique. C'est plus ou moins vrai, en fait. C'est plus ou moins vrai, et on a deux phénomènes. D'abord, il y en a beaucoup, et parce qu'on l'a déjà dit, donc j'y reviens pas. D'abord, à quel point on a vraiment transmis ou appris à construire l'esprit critique au cours de la formation, plus ou moins. Et je pense que même s'il y a eu des gros progrès, et tant mieux, et bravo à tous ceux qui le font, parce que je trouve ça vraiment formidable, donc il faut le saluer. Pendant longtemps, on a été quand même beaucoup dans de la transmission de choses. Enfin, combien de gens ont pensé qu'apprendre la science, c'était apprendre des résultats par cœur? Voilà, donc ce qui était bien le contraire de faire preuve d'esprit critique. Mais on a aussi la bascule dans un autre phénomène, c'est-à-dire des gens qui sont paumés, qui vont faire que critiquer tout. Et au bout d'un moment, quand on critique tout, c'était Poincaré, alors j'aurais dû apprendre par cœur la phrase, je crois que c'est croire tout ou douter de tout revient au même. C'est pas ça la phrase, hein, et finalement, ça n'est que paresse de la pensée. On a aussi aujourd'hui ce phénomène-là de personnes qui deviennent complètement perdues parce qu'elles en viennent à tout critiquer, à tout interroger, et finalement, à ne plus être en capacité, à un moment donné, à construire des actions, parce qu'il faut aussi pouvoir agir. Donc ça, je crois que dans l'éducation à l'esprit critique, une des difficultés, c'est aussi ça, c'est arriver à placer le curseur correctement. Et on le voit là encore, puisque la question que vous me posiez, c'était par rapport à la citoyenneté. On a un pays qui est un des pays les plus défiants au monde, surtout, pas seulement vis-à-vis de la classe politique, en particulier pour la classe politique, mais aussi pour beaucoup d'institutions, etc. Et ce phénomène-là est un phénomène préoccupant, parce que construire une société dans la défiance, en fait, c'est construire une société qui fonctionne moins bien en réalité. Parce que quand on est défiant, eh bien, on va avoir beaucoup plus de réticence à effectuer un certain nombre d'actions, parce qu'on a de la défiance sur, mettons, l'impact ou l'intérêt que ça va avoir ou que d'autres pourraient avoir là-dessus. Donc, je crois que dans cette éducation sur l'esprit critique, il faut qu'on soit attentif à la faire vraiment très positivement, très, très, très fortement, mais aussi de manière très constructive. Et ça peut être un des pièges dans lesquels on pourrait tomber. Je pense que ce n'est absolument pas les intentions, évidemment, des uns ou des autres ici, et tout ce qui est présenté ne va absolument pas dans ce sens-là, mais il faut qu'on ait quand même cette conscience-là, je crois. Merci Bertrand Montdubert. On va passer aux questions à présent. Il y en a. Je vais me munir d'un micro. Je vous rejoins. Levez à nouveau le... Oula. C'est bien, mais je vais courir. Alors, comme vous avez déjà posé une question, on va faire monsieur d'abord et ensuite vous. Je ne vous punis pas. Merci beaucoup pour cette intervention très éclairante donc, sur les questions d'éducation à l'esprit critique. Et on a beaucoup parlé donc, de l'éducation, mais surtout de l'éducation nationale. Et le problème, c'est que le problème de l'esprit critique n'est pas qu'un problème au niveau de la jeunesse, mais c'est aussi un problème au niveau de la société en général. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors de l'éducation à l'esprit critique pour les adultes? Donc je vais plutôt parler, on a parlé de formation, mais aussi d'éducation populaire à l'esprit critique. Est-ce qu'il y a des outils qui sont utilisés? Et qu'est-ce qu'on peut peut-être aussi parler de l'éducation à la culture? Parce que c'est aussi une culture, à mon avis, l'esprit critique est aussi quelque chose qui a un rapport aussi avec une certaine culture. Voilà. Comment est-ce qu'on utilise un peu tous ces outils-là aussi pour éduquer l'ensemble de la société et pas uniquement les jeunes? Oui, allez-y. Bonsoir, j'ai quasiment la même question. Voilà, sur YouTube, je me suis fait toutes les vidéos de Richard Monvoisin sur les cours qu'il donne à Grenoble. J'ai pas mal potassé certaines choses du Cortex, mais c'est une chose d'avoir ces outils en mode entre guillemets interactif. Mais pour rejoindre un petit peu ce que disait mon voisin, pourquoi n'a-t-on pas aujourd'hui j'ai appelé ça des cours du soir? C'est peut-être pas le bon terme. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer cette manière de transmettre l'esprit critique, la zététique, tout ce qui va avec? On est évidemment hors institution ici, hein. Donc des mouvements associatifs, vous en avez plein. On est à Toulouse, vous avez la Maison de la Philosophie, tenue par l'association Aldéran, et son cercle zététique, dont le président doit se trouver pas très loin. En tout cas, il était là ce matin dans la salle. Voilà. Ah, il est là, Néchette. Voilà, donc pour parler de Toulouse, hein.
Des initiatives locales, vous en trouverez plein. Effectivement, Denis en parlera beaucoup plus que moi parce qu'il est très engagé là-dedans. Denis ? Oui, il y a beaucoup de choses. Merci pour la question, du coup, mais c'est ce qu'a dit Philippe, des associations. Enfin, s'il faut remonter dans le temps, faut regarder, elles doivent être encore en ligne, le nombre de conférences que menait l'Observatoire zététique à une époque. Le cercle d'analyse zététique, qui est l'émanation du labo de zététique à l'époque d'Henri Brock sur Nice, continue à faire énormément de conférences. Les universités populaires, les universités du temps libre pour les personnes, alors je dis les personnes âgées en général qui sont à la retraite, qui dépendent souvent des universités, qui proposent. Nous, on intervient avec le Cortex depuis longtemps là-dedans. Donc, en réalité, pour tout le monde, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des cours en plus qu'on peut reprendre. Ça peut être sur la photographie ou sur la zététique, l'autodéfense intellectuelle. C'est vrai que ça, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Maintenant, l'ampleur qu'il a, passé par les médiathèques, passé par le relais de tout le monde. Moi, on le dit souvent comme ça, mais comment on arrive à rendre, comment on arrive à transmettre ce virus en fait un peu à tout le monde? Comment on fait pour que ça devienne une pratique qui ne soit pas, qu'on ne regarde pas en fait mal quand on dit qu'on est sceptique, quoi. Et au contraire, que ça soit une attitude normale de poser des questions. Moi, souvent, on se moque de moi, bon, gentiment, mais on dit, ah là, tu nous gonfles avec tes questions. Mais en fait, j'aimerais bien que ça change. J'aimerais bien que ça soit la norme, en fait, de se poser des questions, ou les bonnes questions, si je peux dire. Jean-Michel ? Oui, tant qu'on est à faire notre page de pub, moi je suis sur Bruxelles, donc on a Scepticopub à Bruxelles qui est organisé par le Comité Para, qui est la plus vieille association sceptique au monde à notre connaissance, enfin, donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1949. Et donc on continue à organiser des conférences mensuelles, en tout cas on espère le faire dès que la situation Covid sera un peu meilleure. Sur ça, d'ailleurs, là c'est super que vous soyez si nombreux aujourd'hui, mais je pense que c'est vrai qu'on est dans une génération qui fréquente la zététique ou le scepticisme beaucoup sur Internet, mais il y a tout un... Pour si vous n'êtes pas dans des associations, je vous signale qu'il y a des associations de terrain un peu partout et que finalement le scepticisme ou la zététique sur le terrain, c'est pas exactement la même qui se vit sur les réseaux sociaux, où il peut avoir sur la page Facebook du groupe zététique ou sur Twitter, où il peut avoir des débats, etc. Ça vaut la peine aussi d'investir ces groupes, et soit pour apprendre avec eux quand ils organisent des conférences, ou alors pour organiser avec eux des cycles, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre aussi. C'est pas, voilà, on a besoin de gens pour faire des choses. Si vous voulez organiser un cours, il faut des gens dans l'association. Donc n'hésitez pas à rejoindre aussi en anglais c'est grassroots, hein, donc le mouvement de terrain, quoi, là où les gens se rencontrent en physique et pas seulement sur Internet. Monsieur. La question que j'ai, c'est à quel point, notamment avant 18 ans, donc dans la période école obligatoire, l'enseignement de l'esprit critique est possible ou est très entravé par l'apprentissage et le respect de la figure d'autorité, avec les besoins de gérer une classe qui n'a pas demandé à être là. C'est effectivement une question qui fait peur à certains collègues. Oui. Alors, comment dire, la remise en cause de l'autorité, ok, pourquoi pas la faire, mais il va falloir des arguments pour ça. Voilà. Cette autorité ne repose pas sur rien, elle repose sur une méthodologie précédente, une formation. Voilà. Donc ça serait faire un défaut de zététicien débutant que de dire ah oui, le prof l'a dit, donc appel à l'autorité, t'as tort. Non, il existe des appels à l'autorité qui sont tout à fait pertinents. Hein. Si tel épidémiologiste expert de la chose me parle du Covid-19 en interview et qu'il le porte non pas sa propre parole, mais la parole d'un collectif d'experts, alors je pourrais avoir confiance en lui. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas confiance dans le professeur qui, en principe, ne me communique pas sa propre parole, enfin ne donne pas son opinion, mais applique un programme, transmet des savoirs qui ont été établis à un niveau académique, qui sont consolidés. On ne transmet pas de la science en train de se faire quand on est prof. En général, il y a des limites des fois. Bon.
Donc voilà ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut répondre à un élève qui dirait mais après tout pourquoi je croirais le prof, ou ce qu'on pourrait répondre à un collègue qui dirait ah oui mais il va douter de moi. Voilà, il ne faut pas effectivement tomber dans ce qu'on appelle la méthode hypercritique dont Bertrand parlait tout à l'heure, qui est la maladie de l'esprit critique. Effectivement, c'est une des caractéristiques, alors une des nombreuses caractéristiques de l'esprit dit complotiste, dans lequel on va chercher à tout vérifier. Faites-vous votre propre opinion, faites vos propres recherches, critiquez tout. Au bout du compte, on est bien obligé de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Qui, quoi ? Bertrand. Voilà. Oui, évidemment, je partage totalement ce que vient de dire Philippe, et ça amène à un point qui finalement n'est quasiment jamais explicité, c'est un peu la différence entre la recherche et la science. Au sens où la recherche est une activité, et je mettrais la science comme un ensemble de résultats. Je caricature un peu, je ne suis pas sûr que la définition soit parfaite dit comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui, depuis 18 mois, nous a été exposé, c'est de la science en train de se faire, c'est donc une activité scientifique, et avec un énorme problème, c'est que, alors que normalement, ça se fait dans des cercles experts, et c'est pas pour exclure le citoyen de ça que je dis ça. Les discussions scientifiques, normalement, elles se font pas sur BFM TV. Elles se font dans des colloques, elles se font entre des chercheurs qui connaissent la méthodologie, qui n'ont pas besoin de rappeler le cadre conceptuel en permanence, parce que c'est quand même vachement long de le faire, et que sur les 2 minutes d'interview et de trucs sur BFM TV, on ne pourra pas le faire. Et donc là où il y a eu quelque chose quand même, je pense, de très grave, c'est qu'on est allé exposer la manière, les interrogations sur la science en train de se faire, sur l'activité scientifique, dans des cadres qui ne sont pas faits pour ça. Et évidemment, pourquoi ça s'est passé ? Parce qu'on avait une soif de connaissances, on avait besoin de connaissances, notamment pour savoir comment agir. Et il y a eu à la fois des choses extrêmement positives, c'est-à-dire à la fois des constructions, typiquement le conseil scientifique qui a été créé, qui a quand même essayé en permanence d'essayer de rassembler au mieux les résultats scientifiques les plus fiables pour dire où on en était dans ce qu'on savait à ce moment-là. Et puis il y en a quand même qui en ont profité pour aller porter une parole personnelle. C'est ce sur quoi insistait Philippe, et je pense que ça c'est très très important. Est-ce qu'on parle juste de qu'est-ce que je viens de trouver, qu'est-ce que je crois moi, ou est-ce que c'est ce qui est passé par des analyses entre pairs, une évaluation entre pairs, etc. Mais je trouve que pendant ce temps-là, on aurait sans doute eu tous intérêt à avoir une exposition très très claire, là encore, de l'épistémologie de la recherche médicale. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat dont on va pouvoir considérer qu'il est vrai en médecine ? Là encore, c'est pas comme en maths. C'est pas les mêmes méthodes. Mais qui les connaît, les méthodes ? Quasiment personne. Et le résultat, c'est que quand on nous dit article dans telle revue qui nous dit telle chose, etc., les gens sont dans l'incapacité totale d'avoir un véritable esprit critique, justement, un véritable jugement sur ce que ça dit. Parce que et dès qu'il y a quelqu'un qui va le contester, les gens, encore une fois, sont paumés. Donc on a besoin aussi d'avoir, je pense, dans la communauté scientifique, une démarche d'ailleurs qui tire les leçons de tout ce qui s'est passé pendant la période. Alors, je ne devrais pas dire tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe depuis le début du Covid, parce que malheureusement, ce n'est pas derrière nous, pour arriver à avoir d'autres formes d'engagement et de relation avec la société. Et je terminerai juste d'un mot, parce que c'est un peu une de mes obsessions, mais je pense aussi qu'une des problématiques qu'on a, c'est que trop souvent, les citoyens se sentent à côté de la science, et pas complètement partie prenante, non pas en tant que chercheur, c'est pas ce que je veux dire, mais comme si finalement il y avait 2 mondes un petit peu étanches, et donc ils sont spectateurs, parfois de manière positive, parce qu'il y a, après avoir attaqué un peu certains médias, il faut aussi reconnaître le travail exceptionnel de pas mal de médias qui ont pu vraiment transmettre une information extrêmement fiable, de manière didactique. Enfin, vraiment, il y a eu des choses vraiment formidables aussi qui se sont faites, malheureusement occultées par quelques médias pourris, pardon d'utiliser le terme, mais il y a un moment,
Je ne sais pas quel On a envie de autre dire mot. zut, hein, et de taper du poing. Ah ouais, et là, je suis tombé en dehors de la cible de Graham, là, parce que j'ai vu le truc ce matin. Là, je le sens, voilà. Mais je serais capable d'aller dans le truc qui donne le plus 3 quand même, hein, je crois. Mais il me fera plus de temps. Alors, on a peu de temps pour 3 questions. Monsieur, là, et ensuite, madame. Bonjour. Donc, je pense qu'on a bien compris qu'il y avait vraiment un enjeu très important autour de l'éducation à l'esprit critique. Et que probablement pour être vraiment assez efficace sur l'éducation, il faudrait jouer au niveau de l'éducation nationale. Or, qui dit faire un effort au niveau de l'éducation nationale dit qu'il y ait un volontarisme politique fort. Or, aujourd'hui, quand je regarde dans le paysage politique français, quels que soient les bords, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de propositions dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, où en est-on au niveau politique de cette question-là, de l'esprit critique dans l'éducation? Si vous demandez à n'importe quel inspecteur, qu'il soit pédagogique régional ou général, est-ce que c'est important l'esprit critique? Il faut dire, mais bien entendu, c'est très important. C'est transparent dans le référentiel des compétences du professeur. Je suis désolé, je parle de l'éducation nationale. C'est transparent dedans, puisqu'il est question de parler de ne pas... Alors bon, c'est pas un serment d'Hippocrate, mais quasiment quoi. Ce référentiel des 10 compétences qu'on peut trouver sur Internet, sur le site du SCOL. Et de mémoire, je ne me souviens plus de la formulation exacte, désolé, mais il est question de parler de ce qui est établi dans la matière, donc dans le champ de connaissances dont le professeur, pour lequel le professeur a à transmettre. Donc cela signifie ça, en transparence, no fake news. Tu fais attention à ne pas dire de bêtises dans la matière que tu enseignes. Donc, par exemple, professeur d'histoire géo révisionniste commet une faute professionnelle. Voilà. Donc déjà, bon, ça va être le minimum. Ensuite, si on regarde dans ce qui constitue les descriptifs des programmes pour les classes, qu'on appelle les bulletins officiels, si on fait une recherche, esprit critique, alors c'est partout. Partout. Le problème, c'est qu'il n'est pas explicité comment le pratiquer. Et c'est ce manque qu'on essaye de combler à l'heure actuelle par exemple, la production du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Celle-là, et d'autres réflexions qui ont lieu en amont, qu'on pourra retrouver sur Canopé, par exemple, pas Canopé, sur EduScol. Il y a une page, éducation à l'esprit critique, qui est très interdisciplinaire. D'ailleurs, l'inspecteur général qui est à l'origine de cette page, c'est un inspecteur général d'histoire-géographie. Voilà. On va prendre l'avant-dernière question, monsieur. D'accord. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Il paraît que le ministère, éclairé par les chercheurs, donc le Conseil de l'éducation nationale, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, se dirige à enseigner l'esprit critique d'une manière diffuse à travers toutes les matières. C'est-à-dire que l'on soit en physique, que l'on soit en histoire, etc., on doit faire un minimum d'esprit critique. Et il n'y a pas de cours spécifique d'esprit critique, je crois. Et même, ils n'en veulent pas. Or, ce n'est pas un débat qu'on peut épuiser comme ça rapidement, si vous voulez, parce que le résultat, c'est que ça présuppose que quand on baigne dans un bain d'esprit critique, on l'a automatiquement. Si c'était le cas, à ce moment-là, tous les chercheurs devraient avoir de l'esprit critique, non pas seulement dans leur domaine, mais dans tous les domaines. Or, moi, je constate tous les jours que non. Par exemple, on va peut-être laisser Denis réagir pour qu'on puisse poser la dernière question, si ça ne vous dérange pas. Ça tombe sur vous, Denis. Oui, bonjour Néchette, j'ai reconnu, salut. Merci pour la question. Moi, je suis d'ailleurs, alors je sais que Philippe, c'est ce que tu as dit au départ, et c'est en partie ce qui est défendu dans le rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui parle des préconisations pratiques. Comme je l'ai dit au départ, les
les cours, les formations que les collègues ont fait au départ, c'était des choses qui étaient souvent en dehors de leur enseignement. Quelqu'un a rappelé les cours de zététique et d'autodéfense intellectuelle de Richard Monvoisin en ligne. Bon, ça, c'est juste un exemple à l'université, mais c'est comme ça que souvent existe la diffusion de ces contenus-là. Moi, je serais plutôt pour faire les deux, en réalité. Qu'est-ce qui empêche, justement, de créer des endroits où on va avoir un enseignement de l'esprit critique qui ne va absolument pas être quelque chose d'hors sol, parce que je ne sais plus si on l'a bien dit aujourd'hui, mais s'appuyer sur les connaissances, sur le contexte pour transmettre tous ces outils-là, c'est nécessaire. Donc, quand on fait des enseignements de zététique, en fait, on parle de plein de sujets différents qui touchent dans plein de disciplines. Donc, évidemment que ce n'est pas du tout hors sol. D'accompagner ça, 2 cours, en tout cas, qui sont, d'enseignement de l'esprit critique, qui sont dans les cours des profs disciplinaires, en fait, c'est les deux ensemble qui peuvent être efficaces. Par contre, ça pose juste une question, je le dis souvent avec un peu de malice, mais si on a des cours d'esprit critique dans l'éducation nationale, à quand un inspecteur de l'esprit critique? Et je vous laisse imaginer le problème que ça peut poser. Voilà. Merci Denis, on vous applaudit, bravo. Ce sera le mot de la fin pour cette belle table ronde. Eh bien, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière table ronde de la journée, Esprit critique et information. À tout de suite. Merci. Merci.